Alors, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit toujours dans le cours d'électrostatique et magnétostatique, les physique 1, pour les classes préparatoires des écoles d'ingénieurs ENSA. Alors, je vais parler ici en fait de trois notions très importantes qui nous seront utiles en fait lorsqu'on va faire la résolution de certains théorèmes. Je vais parler en fait des vecteurs. Je vais distinguer deux types de vecteurs. Vrais vecteurs, ce que vous connaissez comme vecteurs classiques, ce qu'on appelle les vrais vecteurs ou les vecteurs polaires. Et je vais introduire un nouveau type de vecteur que peut-être vous n'avez jamais rencontré jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle les pseudo-vecteurs ou les vecteurs axiales. Je vais parler en fait des symétries et des invariances. Et vous allez voir en fait l'utilité de tout ça par la suite. Alors avant de commencer à parler des vecteurs, des symétries, des invariances, il faut distinguer deux types de bases. Alors ça, ce sont des conventions, c'est-à-dire on s'est mis d'accord euh, de choisir ou de définir la base directe comme la base où les vecteurs sont donnés par les trois doigts de la main droite. Le troisième vecteur est le produit, c'est-à-dire par exemple ici UZ, c'est le produit vectoriel en fait des deux premiers et le sens en fait il définit en fait le caractère direct ou indirect de la base. Alors si on fait le produit scalaire de UX par UY, UZ s'il est pointé vers le haut, ce sera en fait une base directe. Et dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il est pointé vers le bas, dans ce cas-là, sa direction et son sens ils sont déterminés par la main gauche. On va parler en fait d'une base indirecte. Donc si l'ordre des trois vecteurs est celui des trois doigts de la main gauche, alors la base est indirecte. Ce qui revient à inverser le sens en fait du troisième vecteur. On dit alors que l'espace est orienté dans le sens indirect. Voir la figure à droite. Donc, par convention, si vous avez cette orientation, c'est-à-dire UX, Y et UZ, de telle manière que UZ est pointé vers le haut, donc vous appelez cette base-là une base directe. Elle est déterminée par la main droite. Si elle est déterminée par la main gauche, c'est-à-dire le UZ, vous le retrouvez avec la main gauche, bah, la base UX, Y, UZ pointée vers le bas, on l'appelle en fait une base indirecte. Dans ce cas-là, l'espace, il est orienté dans le sens indirect. Alors, un vrai vecteur, ou vecteur polaire, ou le vecteur tout court, comme vous l'avez connu jusqu'à maintenant, eh ben, c'est un vecteur qui reste invariant par changement de l'orientation du repère. Il ne dépend pas de l'orientation de l'espace. Un vecteur polaire est un vecteur dont la direction, le module et le sens sont parfaitement déterminés naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, tout simplement, c'est que c'est la nature qui va nous préciser le sens et la direction en fait de ce vecteur. Alors, un exemple, regardez ce monsieur-là, en fait, il pousse, on va dire, ce carton. Bah, s'il le pousse en fait dans ce sens-là, bah, la force mécanique, elle sera pointée en fait dans le sens de la poussée ou du déplacement en fait de ce carton. Dans ce cas-là, le vecteur de la force, on va l'appeler un vecteur, un vrai vecteur ou un vecteur polaire. C'est un vrai vecteur tel que les vitesses d'une particule, le vecteur vitesse d'une manière générale. C'est un vrai vecteur, pourquoi? Parce qu'il indique naturellement le sens en fait du déplacement de la particule. C'est-à-dire le sens et la direction, c'est naturel. On n'a pas besoin de quelque chose d'intermédiaire pour déterminer son sens. Le champ électrostatique, c'est un autre exemple. La densité de courant, on va la voir, c'est quoi sa définition. Aussi, c'est un vecteur, c'est un vrai vecteur ou vecteur polaire. Alors, vous allez
comprendre plus, vous allez distinguer plus le vrai vecteur lorsqu'on va définir le pseudo-vecteur, qui va venir en fait dans le diapositive suivant. Alors, tandis qu'un pseudo-vecteur, c'est le contraire en fait d'un vrai vecteur, le sens dépend de l'orientation du repère. Même sa définition dépend de l'orientation de l'espace, c'est-à-dire du choix d'une base directe ou une base indirecte qu'on a définie précédemment. Donc, pour déterminer le sens d'un pseudo-vecteur, on a toujours besoin d'une convention, c'est-à-dire soit la convention de la main droite, tire-bouchon qui se ressemblent. Et quelques exemples en fait des pseudo-vecteurs, c'est le vecteur de rotation instantanée, le champ magnétique, la normale à une surface. La normale à une surface qu'on a déjà introduite. Rappelez-vous à l'introduction, lorsqu'on a dit en fait qu'une surface ouverte qui s'appuie sur un contour, la convention nous dit qu'il faut orienter le contour, c'est-à-dire l'orienter d'une manière conventionnelle. Et cette convention et cette orientation conventionnelle, c'est elle qui va nous permettre en fait de déterminer la direction et le sens de la normale à la surface. Donc je répète, rappelez-vous de l'exemple de la normale à la surface, qui est le vecteur orthogonal en tout point de la surface. C'est un vecteur qui vous permet, c'est un pseudo-vecteur. Pour le déterminer, on a dit, dans le cas d'une surface ouverte, il faut orienter le contour. Et lorsque vous choisissez une orientation conventionnelle, vous pouvez définir le sens et la direction en fait, de votre normale. C'est le même principe dans le cas d'une surface fermée. Rappelez-vous la convention, on a dit en fait que la normale de la surface, elle est toujours pointée de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai bien souligné le fait que c'est une convention. Ah bien, la même chose ici. Donc, un pseudo-vecteur, toujours vous aurez besoin d'un choix d'une convention. Tire-bouchon, main droite, ce que vous voulez. Un exemple, en fait, par exemple, le champ magnétique. Ben, le champ magnétique, si vous choisissez en fait l'orientation de I, c'est-à-dire dans cette base-là, ben, on aura ce sens-là. Si vous inversez le sens de I, le déplacement des charges, il va s'inverser, le champ s'inverse. Alors, la différence entre les vrais vecteurs et les pseudo-vecteurs provient d'un produit vectoriel. Alors, c'est ça en fait. Ici, peut-être c'est pas très clair dans ce que j'ai dit ici, mais vous allez remarquer que toujours un pseudo-vecteur, il a une relation vectorielle avec sa source, contrairement à tout ce qui est vrai vecteur. Le champ électrostatique, il a une relation directe avec sa source qui est Q. Tandis que en fait, pour le champ magnétique, vous allez voir qu'il a une relation vectorielle avec ses sources, qui est le courant. De toute façon, on va y venir lorsqu'on va parler en fait dans le cadre de la magnétostatique. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on appelle les vecteurs, les vrais vecteurs, sont des vecteurs polaires et pour le cas des pseudo-vecteurs sont des vecteurs axiales, ben, ce dessin-là, il explique partiellement en fait cette nomenclature en fait des vecteurs. Alors, pour les vecteurs, je commence par les vecteurs axiales, plutôt polaires, qui sont les vrais vecteurs. Ça, ce sont des vrais vecteurs. Alors, comme vous le savez, si vous inversez, si ça c'est le sens positif, si vous inversez le sens, le signe du vecteur s'inverse. C'est-à-dire, s'il est positif, ben, vous inversez le sens du vecteur va s'inverser. Du coup, ils l'ont appelé polaire parce qu'il est polarisé. Sa direction, elle est polarisée. Alors, tandis que pour les vecteurs axiales, ils ne changent pas en fait de signe lorsqu'ils sont en rotation. Donc, ils tournent autour d'un axe. Et c'est ça en fait pourquoi ils appellent ils appellent ces vecteurs-là des vecteurs axiaux. Alors, si vous vous demandez pourquoi on aura besoin en fait de faire cette distinction entre les vecteurs polaires et les vecteurs axiales ou les vrais vecteurs et les pseudo-vecteurs, bah, tout simplement vous allez voir lorsqu'on va parler des symétries, il y aura un impact considérable
lorsqu'on analyse ou on cherche en fait les symétries des vecteurs ou des vrais vecteurs, des pseudo-vecteurs par rapport à un plan de symétrie ou un plan d'antisymétrie. Tout ça, ça s'inverse. Donc le comportement d'un vrai vecteur par rapport à un plan de symétrie n'est pas le même comportement d'un pseudo-vecteur avec un plan de symétrie. Et de même en fait pour le plan d'antisymétrie. Donc c'est pour ça en fait il faut faire cette distinction et on va voir chaque chose à, à son stade. Lorsqu'on va parler en fait par exemple des vrais vecteurs, c'est lorsqu'on parle en fait du champ électrostatique. Les pseudo-vecteurs, c'est lorsqu'on va parler en fait du champ magnétostatique. Alors pourquoi faut-il étudier les symétries et les invariances d'un système? Il faut revenir à l'expression de votre vecteur. Le vecteur en général, que ce soit le champ électrostatique ou le champ magnétostatique ou d'autres vecteurs, il s'exprime dans l'espace en fonction de trois composantes. Si vous prenez l'exemple des coordonnées cartésiennes, il aura une composante suivant EX, EY et EZ. Et chaque composante, elle dépend de trois variables, X, Y et Z. Alors, étudier les invariances va vous permettre d'éliminer quelques variables et en étudiant les symétries du système, va vous permettre de déterminer la direction, d'éliminer certaines directions. Et comme ça, vous aurez un vecteur qui est très simple à écrire avec une expression avec moins de variables et de composantes. Avant de parler des invariances et des symétries, il faut introduire un principe qui est très important, qui est le principe de Curie. Alors, c'est un principe, il n'est pas démontré, mais c'est l'expérience qui a montré sa véracité, son exactitude. Alors, qu'est-ce qui stipule en fait ce principe? Ce principe, il stipule qu'un phénomène physique, il possède au moins les éléments de symétrie de ses causes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas très compliqué. C'est tout simplement, c'est les invariances et les symétries des causes vont se reproduire, ces mêmes symétries, ces mêmes invariances, ils vont se reproduire dans les effets produits. Alors, un exemple des causes. Une charge électrique, un courant ou une masse, ils produisent chacun un champ électrique, un champ magnétique ou un champ gravitationnel. Et bien, si vous trouvez des symétries, des invariances de ces distributions, c'est-à-dire que ce soit les charges, le courant et la masse, si vous trouvez un plan de symétrie de charge, il sera aussi un plan de symétrie du champ électrostatique. Si vous trouvez un plan de symétrie de courant, il sera aussi un plan de symétrie, par exemple, du champ. Si vous trouvez un plan de symétrie de la masse, il sera aussi un plan de symétrie du champ gravitationnel. Même s'il y a des particularités lorsqu'on parle en fait des vrais vecteurs et des pseudo-vecteurs, qu'on verra en détail par la suite. Ici, on reste avec le général. Alors, je reprends en fait ce principe. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit en fait, c'est que si vous trouvez une symétrie des causes, les charges, les distributions et ainsi de suite, ces mêmes symétries, vous allez les trouver dans les effets produits, c'est-à-dire le champ et tout ce qui sera produit par ces causes-là. Alors, à quoi ça va nous servir en fait ce principe? Ça va nous servir en fait de passer d'un raisonnement sur les distributions, qui sont généralement les données de l'exercice ou de la problématique, c'est de passer d'un raisonnement sur les distributions à un raisonnement sur les effets produits, c'est-à-dire le champ et ainsi de suite, ce qu'on cherche à calculer. Et vous allez voir des applications à la fin de cette vidéo. Si vous arrivez en fait à concevoir le principe de Curie, c'est exactement l'exemple qu'on dit tel père, tel fils, c'est-à-dire le fils c'est le produit, les effets produits.
généralement le fils ressemble fortement à son père. Et ben ça c'est une belle illustration en fait du principe de Curie. Commençons par les invariances. Les invariances vont nous permettre de trouver la dépendance avec les coordonnées de l'espace. C'est-à-dire en étudiant les invariances du système, cela va nous permettre d'éliminer certaines variables. La suite en dira plus.
Alors, même idée pour l'invariance par rotation. Cette fois-ci, on va parler d'angle. C'est-à-dire, si notre système il est invariant, ou la distribution de notre système elle est invariante par rotation, suivant un angle, bah, on va dire en fait que notre système il est indépendant de cette variable, qui représente en fait cet angle-là. Alors plus précisément, alors prenons par exemple la couleur bleue de ce cylindre. Lorsque vous tournez, c'est-à-dire lorsque vous donnez, vous changez l'angle θ, vous donnez θ0, θ1, θ2, et vous repérez la couleur, toujours la couleur elle est la même. Alors, si c'est le cas, ben, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que la couleur elle est invariante par rotation autour de l'axe. Et dans ce cas-là, la couleur ne dépendra pas du choix de cet angle. Elle est toujours la même. Elle est invariante. Alors, c'est ça en fait l'invariance par rotation. Alors, je vous lis. Soit une distribution de charge, dans le cas, notre cas, on parle des distributions de charge, est un point M de l'espace où le champ E est défini. S'il existe un axe donné, tel qu'une rotation d'angle quelconque, autour de cet axe laisse la distribution de charge inchangée, alors la valeur du champ E en M ne dépend pas de la coordonnée d'espace correspondant à l'angle de rotation. Alors je vais souligner quelque chose de très important ici et que j'ai signalé auparavant. C'était le principe de Curie. Alors le principe de Curie, il m'a permis en fait de faire un raisonnement, c'est-à-dire de partir d'un raisonnement sur la distribution de la charge pour arriver à un raisonnement qui va parler d'un champ électrique. C'est-à-dire le principe de Curie il parle des causes, que les symétries des causes, on va les trouver en fait dans les effets produits. C'est ce que j'ai fait ici. On a raisonné sur les distributions de charges et on a déduit, à partir de ce raisonnement, on a déduit en fait la dépendance et l'invariance en fait de notre champ électrique. On verra ça dans des exemples pour, pour comprendre ce principe de Curie. Donc je répète pour l'invariance par rotation. L'invariance par rotation, c'est lorsque vous changez l'angle et que la distribution de charge, ou par analogie la couleur, ne change pas, ben, ce que vous dites, c'est que vous avez une invariance par rotation de la distribution de charge autour de l'axe ou selon l'angle donné, un angle donné θ. Alors parlons maintenant des symétries. Alors parlons maintenant des plans de symétrie. On va voir le premier cas avec le comportement des vrais vecteurs avec un plan de symétrie. Et je vais commencer par définir c'est quoi un plan de symétrie, comment on le définit ici dans notre contexte. Alors dans notre contexte, on s'intéresse aux charges et on s'intéresse aussi au courant. Donc pour le cas des charges, un plan de symétrie il est défini de la manière suivante. C'est-à-dire il faut voir que votre distribution dispose d'un point P et ce point P, il a son symétrique par rapport à ce plan. Admettons, on va l'appeler pi. Si ce plan-là admet pour tout point P, il a son symétrique P', ça c'est la première chose à vérifier. La deuxième, est-ce que la distribution de charge en P est égale à la distribution de charge en P'? Si vous vérifiez cette condition-là, ben, vous pouvez dire en fait que ce plan est un plan de symétrie de charge. D'accord? Donc je répète, pour vérifier est-ce que le plan de symétrie, le plan pi est un plan de symétrie de charge, il faut vérifier deux choses. Qu'il existe un point P, qu'il a un point symétrique P' par rapport à ce plan, et que la distribution de charge en P est égale à la distribution de charge en P'. Dans ce cas-là, pi est un plan de symétrie de charge, que ce soit on fait des charges négatives ou positives. D'accord? Donc, quel est l'impact sur les vrais vecteurs? Ben, si vous trouvez ceci, c'est-à-dire pour chaque point P', il existe un symétrique, il est le symétrique d'un point P par rapport au plan pi, alors on peut dire que le champ en P' est le symétrique du champ en P. Dans ce cas-là, moi j'ai sur la figure, vous avez M. M est le symétrique du point M',
Donc, E en M est le symétrique de E en M'. C'est-à-dire les champs, ils sont symétriques par rapport à un plan de symétrie. Je répète, les vrais vecteurs, en général, ils sont symétriques par rapport à un plan de symétrie de charge. Deuxièmement, maintenant, choisissons un point M qui appartient au plan de symétrie. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire en fait que le champ en M sera inclus dans le plan de symétrie. Je répète, si vous prenez un point M qui appartient à un plan de symétrie, ben, le champ ou le vrai vecteur, il sera contenu dans le plan de symétrie. M appartient au plan pi, alors EM est inclus dans le plan pi. Et maintenant, un autre cas de figure, mais qui est le résultat en fait de ce qu'on vient de dire à partir du point M qui appartient au plan de symétrie. Ben, admettons maintenant, vous avez deux plans de symétrie différents. Ben, dans ce cas-là, pour vérifier toujours cette condition que le vrai vecteur appartient au plan de symétrie, ben, il faut qu'il appartienne à leur intersection. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples et vous allez comprendre comment on met en place tout ça. Donc je répète, pour résumer sur le plan de symétrie et les vrais vecteurs, un plan de symétrie il est défini par deux conditions. Il faut déjà trouver un point, il faut toujours trouver le point symétrique à votre point où vous cherchez, où vous analysez votre champ, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ce point. Donc je vais refaire. Pour vous aider à imaginer ou à concevoir ou à reconnaître un plan de symétrie, je me sers de cette belle photo d'un faucon qui vole à proximité d'une surface de l'eau. La photo a été prise et elle montre en fait une belle symétrie du faucon par rapport à la surface de l'eau. Donc ici, vous voyez très bien en fait que ici la surface de l'eau joue en fait le plan de symétrie, elle représente le plan de symétrie. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est le comportement d'un vrai vecteur avec un plan de symétrie. Alors, remarquez ici que le faucon, si on arrive à dessiner le vecteur vitesse du faucon avec cette flèche rouge, ben, son miroir, c'est-à-dire son symétrique, sa vitesse aussi, elle est toujours dans ce sens-là. Donc le symétrique, si on passe maintenant à la dernière figure, pour trouver le symétrique d'un vrai vecteur par rapport à un plan de symétrie, bah, ça sera en fait dans cette direction-là. Alors, rappelez cette image-là, ça vous aidera à dessiner les vecteurs, le symétrique d'un vecteur par rapport à aussi une autre belle photo qui va vous permettre en fait de dessiner cette fois-ci le vrai vecteur. Alors, ici, vous voyez cette image d'un parc naturel et sa rivière, et vous voyez en fait que l'image de ce parc elle est réfléchie par la surface de l'eau. Donc, on retrouve en fait sa symétrie. Et si vous remarquez, j'ai fait exprès en fait de dessiner ce vecteur, le vecteur qui représente cet arbre ou ce tronc d'arbre incliné. Donc, il prend cette direction-là et ce sens-là. Et bien, son symétrique, il va prendre en fait cette direction, la direction précisée dans la photo, et le sens. Donc, pour représenter le symétrique d'un vrai vecteur, c'est un vecteur naturel, c'est un arbre, ben, ça sera en fait le symétrique, on le représente de cette manière-là. Et ceci, je l'ai précisé dans la slide où j'ai parlé en fait du plan de symétrie et les vrais vecteurs. Donc, essayez de garder en tête ces deux images qui vont vous aider en fait à retrouver le symétrique d'un vecteur par rapport à un plan de symétrie. Pas mal d'étudiants en fait, ils trouvent des difficultés à trouver le symétrique d'un plan
le symétrique d'un vecteur d'un vrai vecteur par rapport à un plan de symétrie. Passons maintenant au plan d'antisymétrie et les vrais vecteurs. Alors, de la même manière, on appelle un plan π' plan d'antisymétrie s'il vérifie deux conditions. D'abord, il faut vérifier si le point P' de la distribution est symétrique et le symétrique de P par rapport à ce plan π'. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est est-ce que la densité de P en P, la densité de charge, dans le cas si on parle en fait d'une distribution de charge, est égale à moins la densité de charge en P'. Alors, si ces deux conditions sont vérifiées, ben vous pouvez appeler P' un plan d'antisymétrie. Alors, je répète, la définition d'un plan d'antisymétrie se fait à travers la vérification de deux conditions. La première, c'est que vous trouvez un point P' de la distribution qui est symétrique au point P, qui appartient aussi en fait à la distribution, par rapport au plan P'. La deuxième chose, c'est de regarder les distributions de charge en chacun de ces points. Si vous trouvez en fait que la distribution de charge en P est égale à moins la distribution de charge en P', dans ce cas-là, vous dites que P' est un plan d'antisymétrie. Et ça, c'est valable aussi en fait de la distribution du courant. Ici, je ne vais pas parler en fait de la distribution du courant, je vais la faire dans une vidéo à part. Alors, quel est l'impact? Comment se comporte un vrai vecteur avec un plan d'antisymétrie? Bah, dans ce cas-là, vous avez si P' est le symétrique de P' et le symétrique de P par rapport à un plan d'antisymétrie, et vous essayez en fait de tracer les champs E en P' et E en P, ben, E en P' sera l'antisymétrique de E en P. C'est-à-dire, comment on trace en fait le champ antisymétrique? Ben, il faut déjà tracer le champ symétrique et vous prenez le signe moins, comme ce que je montre ici dans cette figure. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième, c'est que si vous prenez un point M qui appartient, au plan d'antisymétrie, ben, et vous essayez en fait de tracer le champ, le vrai vecteur, en ce point M qui appartient au plan π', bah, sachez que ce vrai vecteur il sera toujours orthogonal à ce plan d'antisymétrie. Alors je répète les deux impacts. Le premier, c'est que si vous trouvez un point M symétrique symétrique à M' par rapport au plan d'antisymétrie, eh ben, le champ en M sera l'antisymétrique au champ en M'. Et comment on trace en fait l'antisymétrique? On trace le symétrique et on prend le signe moins en fait de ce champ. La deuxième chose, c'est si vous prenez un point M qui appartient au plan d'antisymétrie, dans ce cas-là, si vous essayez de tracer le champ, le vrai vecteur, dans ce point-là, qui est inclus dans le plan d'antisymétrie, bah, ça sera en fait un champ qui sera orthogonal. C'est-à-dire que vous connaissez très bien sa direction. Elle est orthogonale au plan d'antisymétrie. Passons maintenant à une petite application à tout ce qu'on a vu. Et on va appliquer tout ce qu'on a vu à un exemple qui est assez simple. C'est un plan infini, uniformément chargé et d'épaisseur négligeable. Et l'axe OZ, il est orthogonal à ce plan, c'est-à-dire que ce plan-là, il est parallèle à X ou Y. Alors, il faut l'imaginer vraiment qu'il est infini à deux dimensions. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'étudier la symétrie des invariances. Alors, on va commencer par les symétries. Qu'est-ce qu'on a dit? L'astuce, c'est dès que vous entendez une distribution uniforme, une distribution infinie, c'est un plan infini, ben, il faut penser à des invariances par translation. Donc ici, sur ce plan-là, que vous imaginez qu'il est infini, lorsque vous vous déplacez suivant l'axe OY, vous trouvez la même distribution surfacique de charge.
Et de même, lorsque vous vous déplacez par translation suivant OX, vous trouvez la même distribution de charge. Au départ, le champ s'écrivait à trois variables, x, y, z, c'est-à-dire il dépend de x, y et z, et toutes les composantes dépendent de x, y, z. Alors, on a dit que on a une invariance par translation de la distribution de charge suivant l'axe OX et OY. Et d'après le principe de Curie, je peux dire que le champ ne peut dépendre que de Z. C'est-à-dire, lorsque je ne me déplace suivant l'axe OY, la distribution ne change pas. Elle est invariante. Lorsque je me déplace suivant OX, c'est la même chose. La distribution de charge ne change pas. Elle est invariante. Donc, la charge ne dépend pas en fait de ces deux variables, x et y. Et d'après le principe du Curie qui permet de transporter cette symétrie des charges en une symétrie du champ, c'est-à-dire les produits, les effets produits. Je peux dire au final que le champ ne va pas dépendre certainement de x ni de y, mais pour z, il faut faire le calcul. C'est pour ça que je dis le champ ne peut dépendre que de z. C'est pas certain qu'il va dépendre et c'est pas sûr qu'il ne dépend pas. Et dans ce cas-là, le champ, je peux éliminer les variables x et y. Donc, j'ai un champ qui dépend que de la variable z, qui peut dépendre que de la variable z. Donc, je rappelle, les invariances, elles m'aident en étudiant les invariances. Je vais pouvoir éliminer les variables. Pour les composantes, ça sera les symétries. En ce qui concerne les symétries, ce que vous allez remarquer, c'est que tout plan parallèle au plan x au z est un plan de symétrie. Pour le remarquer, il suffit en fait de chercher un point qui appartient à la distribution de charge, c'est-à-dire le plan π, et de chercher son symétrique. Vous allez trouver que la densité de charge dans ce point-là, elle trouve toujours son symétrique par rapport à ce plan, c'est-à-dire ce plan jaune, et qui est égal toujours à la même distribution de charge, c'est-à-dire ρ en P est égal à ρ en P'. Et du coup, on peut conclure que x au z est un plan de symétrie de charge. Qu'est-ce qu'on a dit d'après le principe du Curie? Si c'est un plan de symétrie de charge, bah, ça sera aussi un plan de symétrie du champ. De la même manière, on peut remarquer que le plan en violet, c'est un plan de symétrie. Le plan violet, c'est tout plan parallèle au plan Y au Z. Comment on l'a déduit? On va faire la même chose. On cherche un point qui appartient au plan pi. Vous allez forcément trouver son symétrique par rapport à ce plan. Pourquoi? Parce qu'on a une distribution infinie. Et que la distribution dans ce point et par rapport à son symétrique, c'est la même. On a une distribution uniforme. Du coup, on conclut que tout plan parallèle au plan Y au Z est un plan de symétrie de charge. Et d'après le principe du Curie, il est aussi un plan de symétrie du champ. De 2, la première, c'est-à-dire la première symétrie ou le premier plan de symétrie X au Z, a permis d'éliminer une des composantes. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le plan de symétrie, que un vrai vecteur est toujours contenu dans un plan de symétrie. Et le plan jaune, il contient deux directions. Il contient la direction suivant OX et la direction suivant OZ. Donc, la direction qu'on a éliminée par rapport à la première symétrie, c'est-à-dire le plan de symétrie X, O, Z, on a éliminé la direction EY. Un vrai vecteur ne peut être orthogonal au plan de symétrie. La deuxième symétrie, c'est-à-dire le plan YOZ, lorsqu'on l'a trouvé, nous avons éliminé une direction, qui est laquelle? C'est la direction suivant EX. De la même manière, on ne peut avoir un vrai vecteur orthogonal à son plan de symétrie.
On peut faire une conclusion différemment, tout en disant que l'intersection des plans de symétrie, ou plutôt le vrai vecteur, il est toujours porté par l'intersection des plans de symétrie. Ici, on a deux plans de symétrie, x au z et y au z. L'intersection des deux, c'est au z. Et on conclut que le champ électrique, ou le vrai vecteur, il sera porté par cette direction, c'est-à-dire au z. Et c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé que le champ, il est porté par la direction. Il a une seule composante. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est porté par OZ. Il a une seule composante qui est suivant EZ. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé deux composantes. Pour résumer, le champ, au début d'un système, de notre système, s'écrivait comme un champ vectoriel qui dépend de trois variables de l'espace, x, y, z, dans les coordonnées cartésiennes, et de trois composantes, une qui est suivant EX, l'autre EY et EZ. D'après notre étude en fait des symétries et des invariances, le champ E d'un plan infini uniformément chargé s'écrit E de Z, il dépend que de la variable Z et il est suivant la composante Z. Donc après, il reste juste à faire le calcul. Pour les autres exemples, vous pouvez faire l'étude d'un cylindre infini, un cylindre fini, une sphère, et vous regardez qu'est-ce que cela va vous donner. Sinon, on va les faire pendant les TD.